Bienvenue dans iTalk, la nouvelle émission d'Euronews où vous pouvez poser vos questions aux décideurs européens. Mon nom est Alex Taylor et je m'assurerai que vous obtiendrez des réponses. Cette semaine, vous avez envoyé vos questions à Kristalina Georgieva, la commissaire européenne pour la coopération internationale, l'humanitaire et la réponse aux crises. Ravi de vous avoir avec nous pour notre première émission. Non seulement parce que vous avez été élue commissaire européenne, mais aussi européenne de l'année. Êtes-vous prête à répondre à toutes nos questions? Oui, bien sûr. Très bien. Voici la première question. Elle nous vient de la ville de Lyon, en France. Oui, j'ai une question à poser. J'aimerais savoir comment va réagir l'Union européenne, quelles décisions, quelle position elle va adopter par rapport à ce qui s'est passé au Japon avec les centrales nucléaires. Madame la commissaire, vous êtes récement allée au Japon. Tout d'abord, que pouvons-nous faire pour aider et quelles leçons tirez-vous de ce que vous avez vu là-bas? Le tsunami au Japon et l'accident nucléaire de Fukushima sont des événements réellement dramatiques, spécialement dans un pays où on garde un terrible souvenir de ce que peut être une explosion nucléaire. La catastrophe nucléaire provoque beaucoup d'anxiété chez les Japonais. Ils sont particulièrement résistants et mobilisés et dans le même temps, ils craignent pour leur vie et pour la santé de leurs enfants. Ce que nous faisons pour eux, c'est le contrôle des équipements, des installations. Combien d'argent disponible avons-nous? Qui décide du budget? Est-ce vous directement? Le Japon est un pays sain d'un point de vue économique. Ce n'est pas tant un problème d'argent, c'est plutôt une question de solidarité internationale. Nous fournissons deux choses au Japon. L'assistance dont ils ont besoin, mais aussi nous donnons 15 millions d'euros à la Croix-Rouge japonaise, dont 10 millions financés par la Commission européenne. Et la réponse que nous donnent les Japonais est la suivante. Ils nous disent qu'il faut repenser notre préparation aux catastrophes majeures, qu'il faut repenser notre stratégie énergétique pour le futur. Et je pense que cela s'applique à eux, mais aussi à nous. Bien sûr. Regardez cette image. Je pense que vous la reconnaîtrez. C'est Kozloduy qui est, selon les États-Unis, une des 10 centrales les plus dangereuses au monde. C'est dans votre pays, la Bulgarie, qui doit fermer la centrale avant d'entrer dans l'Union européenne. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce qui se passe au Japon concernant nos installations nucléaires en Europe? 3 leçons. Premièrement, nous devons effectuer un nombre important de tests de résistance et nous assurer que nous comprenons bien tous les risques. Deuxièmement, nous devons préparer nos populations. Et troisièmement, comment nous pouvons structurer notre énergie, si nous pouvons réduire notre dépendance vis-à-vis de ce que les gens voient encore comme l'énergie la plus risquée. Nous devons retourner à la base même, qui est l'efficacité énergétique. Et même ici en Europe, il nous reste du chemin à parcourir. Les Japonais nous disent eux-mêmes qu'ils ont beaucoup à faire. Et puis, il nous faut penser aux énergies alternatives, plus sûres pour notre population. Deuxième question, elle nous est posée par un citoyen italien à Bruxelles. Alors, Madame Georgieva, j'aimerais bien poser une question, c'est-à-dire si ça n'aurait été pas plutôt une aide européenne justement pour interdire donc tous ces immigrés venir sur les côtes italiennes. Voilà. Madame la commissaire, nous sommes partie prenante dans les conflits hors Europe et nous devons en subir les conséquences. Mais on n'a pas l'impression que ceci est bien géré. En fait, concernant la Libye, l'Union européenne s'investit dans l'assistance financière et elle aide aussi les migrants à retourner chez eux par avion ou par bateau. Ainsi, nous pouvons décongestionner la Tunisie et la Libye. Ils sont encore nombreux à arriver? Si nous regardons tout près de nous ceux qui traversent les frontières de la Libye et qui rentrent ensuite en Égypte, au Bangladesh, au Ghana, au Soudan,
Ils sont plus nombreux que ceux qui se rendent à Lampedusa. C'est une petite île, vous savez. Alors bien sûr, quand les migrants sont plus nombreux que les habitants de l'île, eh bien cela interpelle l'Europe. Il faut se demander comment aider Lampedusa, comment aider l'Italie avec ce flot de migrants. Comment aider l'Italie? Un ticket retour vers leur pays, voici comment nous pouvons aider afin d'éviter d'engorger Lampedusa. Quel budget avez-vous et qui décide dans de telles situations? C'est le budget dédié à l'humanitaire qui est concerné. Cette année, nous avons démarré avec 850 millions d'euros. Mais si nous avons besoin de plus, nous pouvons nous servir de la réserve d'urgence de la Commission européenne. En comparaison, l'année dernière, nous avons dépensé au total 1,1 milliard d'euros parce que c'était une année particulièrement chargée. Venons-en à notre troisième question posée par un étudiant français. Jean-Antoine, pourquoi l'Europe a autant de mal à parler d'une seule voix en matière de politique étrangère, alors que les sujets d'actualité lui donneraient matière à se positionner sur la scène internationale? C'est une question fréquente. Bien sûr, c'est compliqué lorsqu'il y a autant de pays avec des points de vue différents, d'avoir une position commune. Et puis, on n'est pas au courant de tout. Par exemple, où est Catherine Ashton? Qui représente l'Europe? Quand il s'agit de répondre aux problèmes des oubliés de la planète, qu'ils soient touchés par une catastrophe naturelle ou par un conflit, c'est de mon ressort. Concernant les questions humanitaires, l'Europe parle d'une seule et même voix. Nous sommes considérés comme une force positive, une force bénéfique. L'Europe représente 20% de l'économie mondiale, mais nous apportons 45 à 50% de l'assistance humanitaire. Madame Georgieva, une dernière question pour vous. David, je suis français. Donc ma question sera la suivante. Est-ce que l'adhésion de nouveaux pays ne s'oppose-t-elle pas à la vision qu'on avait donnée au départ de l'Union européenne? Madame Georgieva, vous venez de Bulgarie, pays qui a récemment rejoint l'Union européenne. Nous avons perdu les idéaux que nous avions il y a 50, 60 ans quand l'Europe a été créée. Est-ce que l'Union lutte encore pour quelque chose aujourd'hui? J'espère que l'Union européenne continuera à se battre pour les valeurs de solidarité. Écoutez, j'ai passé les 2 tiers de ma vie à espérer faire partie de cette Europe unie. Maintenant, c'est le cas et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je pense aussi que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée en Europe. Nous vivons dans un monde où la taille compte encore. Quand vous regardez la Chine ou l'Inde, croyez-moi, c'est beaucoup mieux que d'être des petits pays par-ci ou par-là. Mais j'observe aussi le monde qui est beaucoup plus fragile que lorsque j'étais enfant. Les catastrophes sont plus fréquentes, elles sont plus dures. Les crises sont plus difficiles. Et dans notre monde actuel et dans celui de demain, être solidaires tous ensemble est une question cruciale, spécialement pour ces jeunes, ceux qui m'ont posé des questions aujourd'hui. Je vous remercie, Madame Georgieva. C'était la première édition de iTalk. Envoyez vos questions à Euronews et nous ferons en sorte que vous obteniez les réponses de ceux qui prennent les décisions ici sur notre continent. À très bientôt.